bonjour à tous, vous connaissez le rendez-vous, c'est le CQFR tous les matins sur la chaîne Basket Session Reverse. On va commencer Théo tout de suite avec l'information un peu fraîche de la nuit, c'est tombé hier soir plutôt, en fin d'après-midi, c'était d'ailleurs traité sur Basket Session en fin d'après-midi, début de soirée, c'est Stephen Curry qui a prolongé d'1 an avec les Warriors. Alors c'est une prolongation lointaine, hein, il n'était pas lointaine. À moyen terme, il n'arrivait pas en fin de contrat, mais il a prolongé pour la saison 2026-2027. Et ce qui est le plus marquant, c'est le montant. 62 millions de dollars sur cette année en question, sur cette saison en question. C'est le premier joueur à avoir un salaire à plus de 60 millions l'année. Ce sera sans doute pas le dernier pour le coup. Et ouais, Stephen Curry qui est verrouillé par les Warriors et qui se retrouve avec un contrat total d'une valeur de plus de 500 millions. Enfin bref, le pactole, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, alors c'est marrant parce que déjà dans la foulée des Jeux Olympiques, il y avait un mini buzz quand même qui grondait parce que il avait changé l'intitulé de sa bio sur les Et réseaux oui, sociaux. Et oui, le théorème ah, d'Antoine Pimel était en mais plein c'est... effet. Pardon, vas-y, non, Donc non, vas-y non, Théo. donc, il avait remplacé simplement la mention shooting guard pour les Golden State Warriors par champion olympique. Donc ça faisait un petit peu parler parce qu'effectivement, je sais que Antoine, que t'as toujours l'œil rivé là-dessus, que t'as Ah, raison. mais Et pas là. d'ailleurs, Mais pas là, pas là, honnêtement. on en avait Ouais. parlé, mais à juste titre, la plupart du temps, tu dis c'est rarement anodin quand même quand il y a ce genre de choses qui se font. Euh, Là, pour le coup, c'est vrai qu'on en avait parlé en off. Je pense pas qu'on a abordé le sujet dans le CQFR, mais on s'était dit que là, il y avait quand même peu de chances que ça soit le signe fort d'une volonté de départ de Stephen Curry. Par contre, voilà, cette resignature, elle est pas anodine, effectivement, parce que déjà le montant, ce que tu as souligné, premier joueur à plus de 60 millions de dollars, on sait tous les joueurs quand même on connaît un petit peu l'ego, forcément il est aussi axé sur combien t'es payé, quelle est ta valeur marchande. Donc ça c'est pas anodin. Et puis prolongation sur 1 an, je trouve que ça a quand même beaucoup de sens pour tout le monde en fait. C'est-à-dire que c'est pas non plus une prolongation de trois Il, quatre ans dès maintenant. il Ouais, pouvait pas. il pouvait pas, ok, Ouais, ouais. d'accord. Il pouvait Donc, pas parce qu'il aura plus de 38 ans à ce moment-là. Il y a la règle maintenant, tu n'as pas le droit d'avoir, tu sais, des multi-year contracts passé cet âge-là. ok, tu vois, j'ignorais ce détail, mais en tout cas, voilà, c'est quand même un indicateur fort que Curry et les Warriors, ça devrait aller au bout ensemble, je pense. C'est un geste fort de la part de la franchise aussi, histoire de lui dire un peu, bon, écoute, on sait que t'es excellent depuis 3 ans et qu'on va nulle part. Voilà, on veut, t'es notre joueur, t'es le joueur le plus important qu'on ait jamais eu. On veut que tu restes, on veut que tu termines ta carrière avec nous, et puis on va faire l'effort dans les années qui viennent d'essayer de te proposer un projet qui tienne la route. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Donc une certaine logique et en même temps, je trouve ça chouette quoi. C'est vrai que on sait très bien que ça se produira pas des centaines de fois maintenant, mais quand tu vois un Dirk Nowitzki qui prend sa retraite avec le maillot des Mavs, quand tu vois Tim Duncan qui prend sa retraite avec le maillot des Spurs, je trouve que c'est des symboles quand même qui restent importants. Et là, je me dis bon on est parti quand même plus ou moins là-dessus pour Stephen Curry. Ouais, je rejoins ton opinion. Moi aussi, je trouverais ça bien qu'il termine avec Golden State. Ça ferait très, très, très bizarre de le voir ailleurs. Je pense que le contrat, c'est un peu pour le mousser. Alors, ça rejoint ce que tu as dit. Je ne sais pas quel est le terme exact, mais voilà, une volonté de lui faire ce plaisir. Je pense effectivement que tu as raison que ça compte, ces histoires de contrat, d'être le premier joueur qui a atteint tel statut, tel montant. On sait que c'est quand même Stephen Curry, un gars qui a joué en étant MVP sous un contrat à 10 millions de dollars l'année parce que au moment où il prolonge avec Golden State la première fois, il y a tous ces problèmes de cheville, il y a cette interrogation autour de son avenir, de la suite de sa carrière. Est-ce qu'il va pouvoir jouer? Est-ce que ses chevilles vont tenir le coup? Et voilà, et du coup, il avait un contrat, je me souviens que l'extension à l'époque, c'était 40 et quelques millions de dollars sur 4 ans, donc ça faisait 10 millions l'année. C'était déjà pas complètement ridicule, hein. Les sommes étaient moins élevées, mais on n'était pas du tout sur les plus gros contrats de la ligue, et il était MVP avec ce contrat, donc je pense que voilà, depuis, il y a de la compensation. Je pense qu'ils peuvent lui donner un chèque et il met le montant qu'il veut, Stephen Curry. Ouais, c'est ça, parce que sachant qu'à ce moment-là, en fait, le moment où de cette saison-là, il y aura, comme tu l'as dit, d'autres joueurs qui ont re-signé aussi, certains joueurs qui ont signé récemment, qui seront en plein dans leur extension avec leurs grosses années. Et voilà, je pense que c'est cette volonté de montrer aux joueurs qu'il est apprécié dans sa franchise. Et même si nous, ça peut nous sembler un peu absurde, parce qu'on se dit, mais franchement, entre 40 millions de dollars, 60 millions de dollars, quelle différence ça va faire dans ton petit-déj ou dans ta vie au quotidien, on sait très bien que c'est des choses qui comptent. Donc voilà.
Allez, avant qu'on referme cette page, peut-être ton avis un peu sur les Warriors de la saison à venir. Je peux te donner un peu leur effectif. Il y aura Bien donc sûr, Stephen ouais. Curry, qui est toujours dans son prime, presque. On peut dire ça comme ça. Il y aura Draymond Green. Clay est parti. Buddy Hield est arrivé pour le remplacer. Il y a DeAnthony Melton. Et après, on a toujours cette question autour de Kevin Looney est resté. Et on a tous les jeunes, c'est-à-dire les 13 Jackson Davis, Jonathan Kuminga, Brandim Podziemski, qui sera titulaire, je pense, et qui est amené à prendre un rôle un peu plus important. Qu'est-ce que ça t'inspire un peu, cette équipe? Dit comme ça, sur le papier. J'ai- J'aime bien l'équipe, mais je la vois pas pouvoir être contender. En fait, je pense que quand même un des points centraux, c'est Jonathan Kuminga. Je t'avoue que je suis un peu étonné de voir malgré tout alors la hype, le terme serait trop élevé, je pense, tu vois, mais j'ai du mal à voir plus en lui que le joueur qu'il est aujourd'hui. Euh, j'ai du mal à l'imaginer passer un vrai cap en fait, tu vois. Alors bien sûr, s'il passait un véritable cap, ça serait autre chose. Mais je suis pas sûr en fait qu'il y ait vraiment cette dimension supérieure qui soit accessible à Jonathan Kuminga. Podziemski, pardon, c'était vraiment une des belles surprises l'an dernier. Je pense qu'il va progresser, qu'il va être bon, mais je suis pas sûr non plus qu'il y ait une star en fait potentiellement dans ce joueur. Je pense que ça peut être un très bon joueur de rotation, ce qui est important. La question que je me pose moi plutôt, c'est, je sais plus si tu l'as cité dans la liste Je là, vais pas citer Wiggins. c'est ce que j'allais dire. Moi, enfin, je pense que s'il y a un joueur qui peut faire changer de dimension l'équipe, c'est plus lui au bout du compte, parce que Stephen Curry, tu sais ce qu'il va t'apporter. Draymond Green, s'il arrive à rester sur le terrain et pas prendre des techniques stupides, tu sais ce qu'il peut apporter. Je dis pas ce qu'il va apporter, mais tu sais ce qu'il peut encore apporter. Wiggins, c'est vraiment pour moi l'une des raisons principales des résultats décevants quand même des Warriors ces 2 dernières saisons. Et on n'en sait toujours pas beaucoup plus en fait. C'est un des secrets les mieux gardés en fait. On ne sait pas en fait quelle est la nature de ces problèmes personnels qui lui ont fait manquer autant de temps. Donc voilà. Voilà où j'en suis. Donc je pense que ça va être une bonne équipe, mais je pense pas qu'on puisse raisonnablement en l'état. Je te dis, à moins que Kuminga passe un cap et que Wiggins revienne le Wiggins de 2022, je pense raisonnablement pas qu'on puisse les compter parmi les contenders. Je suis tout à fait d'accord. J'aurais la même lecture et pareil sur Kuminga. Je sais pas si moi je vois Wiggins comme le plus gros facteur X entre lui et Kuminga, mais je pense que toi, tu vois plus Wiggins que Kuminga parce que déjà de base, tu te dis que Kuminga, il pourra pas aller beaucoup plus haut. Et je suis assez d'accord. J'ai du mal à imaginer Kuminga en tant que All-Star, par exemple. Ouais, Je- j'ai peur qu'il soit dans un profil où tu as besoin d'être All-Star. Enfin, je sais pas comment expliquer. En gros, j'ai peur qu'il soit pas assez fort pour son profil, tu vois, et hmm. dans une équipe comme les Warriors. Mais ça veut pas dire que j'ai que un avis péjoratif sur Kuminga. Je pense vraiment que ça peut être un bon joueur, mais que pour vraiment cette équipe passe un cap, il faut un autre All-Star. Et j'ai l'impression que Wiggins, moi c'est presque Wiggins, je me dis, mais non, c'était l'anomalie en vérité, la saison, tu vois, où ils font le titre. Si tu regardes sur l'échelle de sa carrière, Oui, il mais a fait des belles saisons à Minnesota, cela dit. c'est ça que je voulais dire en fait, c'est que en fait j'ai plus confiance, pas confiance, mais je me dis que c'est plus lui le facteur X dans le sens où on a déjà vu ce dont il est Mm. capable en fait. Alors que Kuminga, on n'a jamais vu en fait sur la durée vraiment. Tu sais, on a vu sur des séries de matchs. Ouais. Chaque année, tu sais, il y a une série de 5-6 matchs où on se dit ah putain, il est en train de passer un truc, puis après. Soit c'est lui qui baisse un petit peu de niveau de pied, soit c'est Steve Kerr, tu dis bah finalement il lui fait pas tant confiance que ça, et tu dis en Mm. même temps il le voit tous les jours, donc s'il lui fait pas tant confiance que ça, c'est peut-être quand même qu'il se passe quelque chose. Je veux dire, tu sais, les joueurs qui avaient ce profil-là, je vais pas comparer le talent de Kuminga à Tracy McGrady, c'est pas ça que je veux dire. Mais les joueurs où tu disais, il y a vraiment quelque chose, ils peuvent passer un cap et passer le cap à devenir All-Star, j'ai l'impression que c'était plus évident en fait. Tu le voyais plus au quotidien soit dans le talent, soit avec des pics vraiment dingues, où le Mm. mec qui va te mettre 35 points un soir, tu te dis, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ou dans la constance, où tu te dis, non, là, il y a vraiment quelque chose, s'il a plus de minutes, il va exploser. Là, Kuminga, j'ai l'impression que c'est vraiment trop irrégulier, en fait. Yes. Allez, fermons la page Warriors. On va parler d'une histoire assez folle, celle de Willie Cauley-Stein. Willie Cauley-Stein, ancien joueur NBA, il est passé par les Kings, les Mavericks. Je me souviens plus s'il a fait d'autres équipes. J'ai pas Dallas, ouvert ça. oui, Oui, Dallas, tu ouais, l'as dit, Dallas, je- Kings, bien sûr. Ah, et les Warriors, bah les Warriors, et les Oui, bah Warriors, oui, et les effectivement. Warriors justement, parce que c'est là où a commencé la descente pour Willie Cauley-Stein. Willie Cauley-Stein, c'est un ex-joueur NBA, mais c'est aussi un ex-addict. Et ce qui est fou, c'est pas tant le fait qu'il était drogué,
c'est plutôt qu'il ne savait pas avec quoi il se droguait. Il pensait se droguer en prenant des en fait, non, en fait, ouais, c'est Percocet, c'est quoi? C'est des opioïdes, quoi. C'est une forme d'opioïde. Ouais, c'est ça, c'est des antidouleurs, c'est Ouais. des types de médicaments qui peuvent être prescrits après des opérations lourdes pour gérer la douleur et malheureusement, enfin qui ont des, comme tu as dit, opioïdes, donc avec des effets addictifs extrêmement forts. Mais le plus fou, c'est qu'en fait, il prenait pas n'importe quel opioïde parce qu'il prenait pas des Percocets. Et en fait, il prenait des fausses pilules dans lesquelles il y avait du fentanyl. Et le fentanyl, c'est la drogue qui fait absolument des ravages aux États-Unis. C'est 100 fois plus fort que la morphine et 50 fois plus fort que l'héroïne. C'est-à-dire qu'une seule dose de fentanyl peut tuer. C'est même le slogan de la brigade des stupéfiants aux États-Unis, la DEA, c'est comme ça, ouais, Ouais. comme ça qu'on appelle la brigade des stupéfiants aux États-Unis. Donc, une seule dose peut tuer, et lui, il prenait des centaines enfin, il a pris des centaines de pilules, il en a pris pendant des mois et des mois et des mois, sans savoir exactement ce qu'il y avait à l'intérieur. Il a fini par rentrer en centre de désintox, et c'est là où, en fait, ils lui ont dit, bah non, vous prenez pas des Percocets, vous prenez, en fait, du fentanyl. Et le gars, bon, il a fait 2 mois de réhab, quoi. 2 mois de réhab, histoire assez folle. Après, j'ai d'autres anecdotes si tu veux, Théo. Je sais pas si tu veux déjà commenter ça ou si tu veux que je te donne quelques quotes de Willy Colestein. Mais Ouais, bah, si, juste, peut-être globalement, qu'effectivement, c'est un fléau de la société américaine, hein, que ce soit les gens qui deviennent addicts soit aux médicaments dont on parlait, soit au fentanyl, là, qui fait des ravages aux États-Unis. C'est vrai que souvent, tu sais, ce problème de la médication, pardon, des médicaments, ça a souvent été mis en avant par les avocats comment dire, de la légalisation de la il y marijuana a aux États-Unis, marijuana. notamment parmi les anciens athlètes qui disent, comme Rex Chapman par exemple, qui est hyper intéressant si vous voulez aller voir voilà, ce qu'il a pu dire de tout ça, de mecs à qui on a prescrit ce type de médicaments après des opérations lourdes pour leur dire ouais, tu vas revenir plus vite, tu vas revenir sur le terrain et tout, et qui savent pas forcément en fait, et la plupart du temps qui savent pas du tout à quel point ça peut être pardon, addictifs et faire dérailler leur carrière, et qui se retrouvent dans cet engrenage assez dingue et dont il est extrêmement difficile de sortir. Donc ça, c'est la première chose. Effectivement, c'est pas si étonnant, malheureusement, de voir un ancien athlète, que ce soit un joueur de NBA ou, je pense que dans le football américain, c'est probablement encore pire, tomber accro à ça. Ce qui est fou, là, par contre, c'est effectivement ce que tu dis, et le fait que ce soit des fausses pilules. Et ça aussi, c'est un énorme problème aux États-Unis. C'est la multiplication des fausses pilules où des gens prennent des produits. Et puis, il n'y a pas qu'aux États-Unis, hein, il y a le problème aussi en Europe et en France, très certainement. Au bout du compte, les gens savent même pas ce qu'ils prennent, quoi. Et c'est limite, c'est jouer à la roulette russe quand tu prends ce type de produit. Tu sais pas du tout ce que tu mets dans ton système. Parmi les doses de fentanyl qui sont saisies par la justice américaine, ils estiment qu'il y a environ 70% des doses qui sont mortelles. Donc c'est clairement de la roulette russe, tu vois. Le mec, il a pris des centaines de pilules pendant des mois, et il a réussi à rester un joueur NBA en fait pendant cette période. Donc ça a commencé quand il était aux Warriors. Lui, ce qu'il met comme point de départ, c'est qu'il a quand même, donc il jouait aux Kings, donc il avait une maison à Sacramento. Euh, il n'a pas réussi à trouver un gros contrat, donc il a signé un petit contrat à Golden State. Quand il y a cette transition avec le départ de Kevin Durant et le truc de la blessure de Klay Thompson, il y a 3 de ses potes qui se font tuer chez lui, dans sa maison à Sacramento. Lui n'était pas là, vu qu'il était maintenant à San Francisco. Et c'est à partir de là, voilà, qu'il dit qu'il a commencé à chuter, qu'il a commencé à prendre des pilules, et que c'est devenu son quotidien. Il n'osait même pas arrêter parce qu'il s'est dit, mais si j'arrête là, je vais avoir la période de sevrage va être terrible. Et il a continué à jouer. Lui, il pensait jouer dur, il comprenait pas pourquoi sa carrière déraillait. Et il était persuadé, et c'est seulement après qu'il a réalisé, en étant du coup, ouais, voilà, en centre de désintoxication pendant 2 mois, quoi, pendant plus de 2 mois. Et il a complètement arrêté. Et là, il revit complètement. Il a joué en Italie la saison dernière. Il est passé par Varese. Il a été bon. Il espère retrouver une place en NBA. Il y a un article sur Basket Session. Voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, il raconte certaines choses. C'est disponible sur Basket Session. Il y a un portrait. Il y a une petite histoire qui est surtout finalement quelque part son témoignage au New York Times. Voilà, il a fait ce témoignage où il raconte. Et ouais, l'histoire est vraie. Et finalement, c'est vraiment fou. Ouais, c'est dingue. Et puis, bah, finalement, je me dis, tu vois, en voyant ton papier sur Basket Session, Antoine, je me dis, bon, bah,
Enfin, je me sens heureux de me dire que finalement il est encore là pour témoigner de tout ça, parce que la suite Ah, logique de ça aurait été que, comme trop souvent encore, malgré tout, un matin on se lève et que la première après, news sur BS, ça soit ancien joueur de Kentucky et des Kings retrouvé mort dans un appartement. Ça a été le cas assez. Bah, ouais, souvent, le terme est trop fort, mais tu vois, régulièrement quand même, on est confronté à devoir faire ce type de news. Donc moi, je suis ravi pour lui en tant que qu'être humain tout simplement et qu'athlète, qu'il ait pu corriger le tir suffisamment vite. J'espère qu'il arrivera maintenant à garder le cap. On sait que c'est souvent le plus dur derrière pour ce type de soucis. En tout cas, ouais, ça fait froid dans le dos quand même toujours ces histoires je trouve d'addiction qui viennent à la suite de prise de médicaments, ce genre de choses. Ouais, froid dans le dos, c'est ça. yes, on peut parler d'un autre ancien joueur NBA dont la carrière, enfin c'est pas la carrière, dont la vie a déraillé, c'est Glenn Davis. Glenn Davis qui va qui va faire de la prison. Il a quand même une peine de 3 ans parce qu'il a escroqué, 3 ans et demi, je pas crois tout même. seul, hein. Ouais, 3 ans et 4 mois, il me semble avoir Mm. lu. Il a escroqué, alors pas tout seul, mais ils ont escroqué comment on appelle ça, le service de retraite, le fonds de pension pour les anciens joueurs NBA. Une arnaque sur plusieurs millions de dollars, hein, quand même. Et il va devoir faire de la prison, mais pas tout de suite. Il a quand même obtenu un petit délai parce que Glenn Davis va sortir un documentaire sur sa vie et il espère notamment qu'avec l'argent récolté, il pourra payer aussi les victimes à qui il doit de l'argent. Ouais, alors là, là aussi c'est dramatique parce que ça aussi souvent quand même, on est amené à faire des papiers, alors pas forcément sur des anciens joueurs qui vont faire de la prison, mais des anciens joueurs qui sont ruinés, qui se retrouvent dans des situations pas possibles. Là, c'est ce qu'on disait avant de commencer le CQFR. Je suis allé regarder malgré tout combien d'argent avait gagné Big Baby Davis sur ses contrats NBA. C'est quand même un joueur qui a gagné 34 millions de dollars. Et c'est vrai que pour des gens, des gens comme nous du quotidien, tu as du mal à comprendre comment tu peux avoir claqué autant d'argent et te retrouver à faire des arnaques sur l'assurance santé de la NBA et te retrouver dans une telle situation. Alors on sait aussi, il y a des raisons quand même systémiques qui expliquent souvent tout ça, le problème de la gestion d'argent, souvent des entourages très larges que tu essaies de soutenir d'une manière ou d'une autre, une éducation aussi aux États-Unis à la gestion d'argent qui est pas la même et qui est pas du tout la même en fonction de si tu viens de milieux aisés qui ont déjà eu de l'argent et du patrimoine, comment dire, du patrimoine tout simplement, ou si tu viens d'endroits où les gens n'ont jamais eu d'argent, ils ont été habitués à prendre des prêts à la consommation régulièrement, etc. On sait que tout ça, c'est lié aussi à tout un tas d'injustices. Dans le cas de Big Baby Davis, tu dis, moi ça me semble quand même assez dingue, tu dis tu as été à Boston avec des tas de vétérans, il y a un moment, tu t'es pas posé la question de savoir comment gérer ton argent, et là il va faire 3 ans et demi de prison, c'est énorme quoi. Enfin, Mhm. ouais, c'est énorme, quoi. 3 ans et demi de ta vie. Alors que pour le coup, je pense qu'on peut le dire, quoi. C'est quand même. C'était évitable. C'était pas ta dernière ressource pour pouvoir faire de l'argent. C'était pas ça, quoi, ce stade de ta vie. Ouais, je trouve ça triste, dramatique, tout ce qu'on veut, quoi. Ouais, je sais même pas quoi ajouter au final, ouais, sur Big Baby. Je suis d'accord avec toi. Alors bon, je me dis que peut-être la peine, il prendra pas la peine complète, mais quoi qu'il arrive, il va vraiment avoir de la prison ferme, il va se retrouver enfermé. Et ouais, comme tu l'as dit, ça pouvait être clairement évitable pour un ancien joueur NBA qui est même pas si vieux. J'imagine que le championnat de Big Tree était à sa portée. Enfin bref, comme il y a plein. Il y a joué, je crois même. Je crois qu'il y a joué. Bah, dans ce J'ai cas-là, j'ai souvenir de l'avoir vu jouer dedans avec. Genre, genre, même son short qui devait faire je sais pas quelle taille était pas du tout ajusté. J'ai un souvenir comme ça, là, mais. oh, mince. Ah là là, enfin bon. Peut-être que le documentaire va l'aider à payer une partie des victimes, que derrière il fera sa peine et voilà, on espère qu'il pourra se relever dans sa vie lui aussi, Big Baby Davis. On va Ouais, peut-être ça. Ouais, ouais, je vas-y. rajoute un truc. Non, alors, on sait que la NBA, c'est pas une association. Enfin, c'est pas. Ils font du caritatif, mais c'est pas une association caritative. Mais quand même, on sait qu'il y a des programmes en fait d'aide, Ouais. en tout genre en fait pour les joueurs, que ça soit pour ceux qui ont des problèmes d'addiction, pour la gestion d'après carrière, pour la gestion de carrière, la gestion financière. C'est là aussi, tu dis putain, mais comment t'as fait pour pas à un moment chercher de l'aide. Et tu as raison, il est pas si vieux que ça. C'est un mec qui est quand même connu en fait.
la raison que tu veux en fait, mais c'est quand même un des basketteurs parmi les role-players qu'il y a eu ces 20 dernières années. C'est un de ceux qui est connu en fait. Donc tu dis, tu devais quand même pouvoir avoir des moyens d'éviter d'en passer par là. Enfin bref, juste, ça me semble tellement dingue. Après, on connaît pas la vie de ces gens-là, on vit pas cette vie-là. Cette vie n'a pas de sens hein, de toute façon. Mais ouais. C'est ouais, non, mais c'est assez fou, effectivement. On va s'arrêter là-dessus sur cette histoire de Glenn Baby Davis. On se retrouvera demain pour le 6e CQFR de la semaine, celui où on répond à toutes vos questions. Et puis d'ici là, bah, écoutez, bonne journée à tous. Ciao à tous. Ciao, ciao.